Monsieur le Président, vous êtes en train de dire les raisons de votre absence, mais moi je fais allusion aux conséquences de votre absence à l'Assemblée nationale, puisque c'est là-bas que se fait le vrai débat démocratique. Et vous êtes le chef de file de l'opposition. Je regrette de ne pas être dans cette Assemblée, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, en dehors de moi, à partir du moment où le reste des listes ont été validées, nous avons aujourd'hui 30 députés, donc 26 pour le MNSD, 3 pour CDS et 1 pour l'UNI, et c'est les 3 formations donc, qui constituent le groupe ARN. Et les 30 députés qui sont à l'ARN au titre, qui sont à l'Assemblée au titre de l'ARN, je pense qu'en termes de débat, se débrouillent très bien, ils représentent valablement l'ARN. Nous aurions voulu qu'il y ait peut-être plus de députés, et je pense que si nos listes MNSD n'avaient pas été invalidées à Tillabéri et à Zender, CDS à Tillabéri et à Zender, curieusement, je crois qu'on aurait eu au moins une quarantaine de députés. Mais vous êtes, Monsieur le Président, vous êtes quand même depuis un an chef de l'opposition, chef d'équipe de l'opposition. Un an, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup quelque part pour évaluer les activités liées à une fonction. Alors, quel bilan dressez-vous de ce rôle? Est-ce que vous en avez eu vraiment des coups de franche? Coups de franche, non. Moi, je pense que vous le savez mieux que moi. Et si vous aviez bien écouté, pour ceux qui ont eu la chance de regarder la conférence, le face-à-face du président de la République avec la presse, il y a même un des journalistes, je ne me rappelle plus lequel c'était, qui a posé cette question. Hein? Souvenez-vous qu'après notre déclaration, pour ne pas faire un recours, je me suis rendu donc chez le président de la République pour le féliciter. Nous nous sommes rencontrés quelque temps après, quand il a été investi. Il nous a demandé de venir au gouvernement, nous avons refusé, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a une disposition dans le statut de l'opposition qui dit qu'à partir du moment où, en tant qu'opposant, vous allez au gouvernement, vous perdez votre statut d'opposant. Et nous n'allons pas perdre notre statut d'opposant en allant au gouvernement, un gouvernement dans lequel on peut vous éjecter l'après-midi même de votre nomination, le matin. Donc on a décidé de rester et nous sommes restés à l'opposition. 2 jours après, j'ai rencontré encore le président Issouf, qui m'a fait donc la proposition concernant le cabinet du chef de file de l'opposition. Et c'est tout à fait normal, parce que l'opposition étant une institution, toutes les autres institutions ont un cabinet, le chef de file de l'opposition a le droit d'avoir son cabinet. Le texte est passé en Conseil des ministres hier. Oui, mais c'est parce qu'ils ont tout simplement appris que le chef de file de l'opposition va s'adresser au peuple à travers la presse aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois. Et la dernière fois, il a fallu qu'ils aient, disons, une petite fuite concernant une motion de censure pour relever les 2 ministres du gouvernement. Parce qu'on avait demandé à ce qu'ils soient relevés, ça fait au moins 2 mois. Donc c'est pareil. Et à partir du moment où c'est le président Issouf lui-même qui avait pris la décision de le faire, il a instruit son directeur de cabinet en juillet, en septembre et en octobre. La même instruction a été donnée 3 fois en ma présence au directeur de cabinet. Je vous parle d'octobre. J'ai arrêté de rencontrer le président Issouf à partir du mois d'octobre jusqu'à ce que le décret d'application concernant le cabinet sorte. Voilà les vraies raisons pour lesquelles j'ai refusé de rencontrer le président Issouf depuis le mois d'octobre. Parce que moi, pour moi, il n'est pas admissible qu'un chef d'État donne des instructions à un directeur de cabinet 3 fois et que l'instruction ne soit pas exécutée. S'il l'a fait maintenant, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir, comme il l'a dit, avec des voyages. Moi, je voyage très peu. Pendant 10 mois, je n'ai pas quitté Niamey, je ne suis même pas allé à Tillabéri. C'est plutôt lui qui voyage, donc moi je suis à Niamey. Moi je ne voyage pas. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous ne jouissez pas pleinement de vos prérogatives du chef de file de l'opposition. Peut-être à partir le décret dont parlait tout à l'heure le modérateur, il faudrait d'abord, si c'est un décret ou une loi, je ne sais pas, moi, il faudrait qu'on voit le contenu pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le chef de file de l'opposition n'a pas de cabinet. Alors même que
ce poste de chef de file de l'opposition est devenu une sorte de faire-valoir pour le président de la République, parce que partout où il va, c'est de ça qu'il se targue pour dire que l'opposition est ceci, l'opposition est cela. Eh bien, l'opposition n'a même pas de cabinet. Oui, revenons justement par rapport à cette question. Justement, hier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi du 24 juin 2011, déterminant le traitement, les indemnités, les avantages du chef de file de l'opposition politique. Est-ce, Monsieur le Président, un signe d'apaisement politique dans notre pays par rapport à ce projet de loi? Je pense pour la simple raison que c'est quand même une question qui lui a été posée lorsque il s'est retrouvé devant la presse, et le journaliste est allé jusqu'à lui poser la question. La première question, c'était vos rapports, donc en termes d'audience avec le chef de file de l'opposition. Elle a répondu, mais le journaliste est allé plus loin en disant à quand la formation, les textes, disons, qui prévoient le cabinet du chef de file de l'opposition. Et il a répondu en disant, nous allons faire ça dans les jours à venir. Quelque chose qu'on attend depuis un an. Si c'est maintenant qu'il le fait, ben c'est tant mieux. Monsieur le Président, il est quand même maintenant arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes dans votre rôle de chef de file de l'opposition. Être dans ce rôle, c'est en quelque sorte veiller au grain, contrôler ou assurer le monitoring, entre autres, de la vie nationale. Alors, vous vous y êtes investi assez promptement, dirais-je, ainsi lors d'une conférence de presse à l'occasion des 100 jours de l'actuel gouvernement au pouvoir. Vous déclariez, si mes souvenirs sont exacts, que le bus de la Renaissance n'avait pas quitté la station. Alors aujourd'hui, on est à l'an 1 de ce pouvoir. Où est-ce qu'il se trouve alors ce bus dans votre vision des choses? À l'époque, je disais effectivement que le bus n'avait pas démarré. J'ai donné les raisons, parce qu'on était en même temps dans une crise entre les taximans et les marketeurs et la SONIDEP, concernant ce qu'on appelait le ticket modérateur. Et je disais que le chauffeur attendait donc que son ticket modérateur soit validé avant d'avoir le carburant. Je crois qu'entre-temps c'est fait. Le chauffeur donc a eu son ticket validé, hein, puisque la Soraz a commencé à tourner. Mais il faut dire aussi que la Soraz a commencé à tourner et déjà il y a des problèmes. Il y a eu déjà beaucoup de grèves au niveau de la Soraz, ce qui fait que ce véhicule n'ira pas loin. Et d'autre part, en vérifiant également le permis du chauffeur, nous nous sommes rendus compte que c'est un faux. Faux, dans quel sens? C'est un faux permis. Je vais y revenir peut-être plus en détail après. Et puis, dans tous les cas, on est dans une république où il n'y a que des faux. Il y a des fausses factures, il y a un faux passeport. Bon, pourquoi pas un faux permis? Donc, à partir du moment où le chauffeur a un faux permis, eh bien, le véhicule reste bloqué.